Dernière séquence de nos universités d'Air+, les entreprises en pensent quoi finalement de tout ça? Vont-elles devoir choisir entre voyager pour leurs affaires ou agir pour la planète? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. L'un est directeur des achats pour les banques de proximité du groupe Crédit Agricole. L'autre est responsable RSE qualité et certification au sein de la direction des achats du groupe ADP. Je vous demande d'accueillir Guillaume Duny et Marc Levasseur. Asseyez-vous, prenez chacun votre micro. On va rester quelques minutes ensemble. Ma première question est toute simple. Avez-vous pris, chacun dans votre entreprise, à ce jour, des engagements formels pour baisser les émissions de CO2 des voyages d'affaires de vos entreprises? Guillaume, au Crédit Agricole. La réponse est oui. Oui. La réponse est oui. On a pour objectif de réduire nos émissions carbone liées au déplacement professionnel de 50% à horizon 2030. 50% à horizon Absolument. 2030. Avec une base de comparaison, c'est toujours important de donner la base de comparaison, 2019. Donc ça se met en place. Vous savez ou vous ne savez pas que le groupe Crédit Agricole est un groupe assez décentralisé, même très décentralisé, composé d'une multitude de filiales qui ont des métiers différents. Chacune d'entre elles est objectivée là-dessus et fait en sorte d'arriver à cet objectif. Soyons clairs, Guillaume, est-ce que la baisse des émissions de CO2 passe forcément par une réduction du nombre de voyages d'affaires au Crédit Agricole? Malheureusement, à court terme, on pense que oui. Oui. On a vu tout à l'heure les débats sur la partie technologique, sur les innovations qui vont arriver, qui vont nous permettre. On s'inscrit quand même dans un horizon moyen, voire long terme. Donc à court terme, pour contribuer en fait à l'effort collectif qu'on doit faire, nous on s'est dit il faut baisser nos émissions liées au déplacement professionnel. Et je rejoins ce que disait Brune Poisson tout à l'heure. À un moment donné, il faut se donner un objectif. Parce que l'objectif, ça permet de piloter, ça permet de donner du sens, ça permet de suivre l'avancée. C'est du piloter, quoi. Et je pense que ça parle à tout le monde. Ça doit parler à nos collaborateurs, ça doit aussi parler à nos clients à un moment donné, parce que ça touche pas mal on peut dire que ça touche pas mal de façons de faire. On va travailler différemment. Ça, on va en reparler. Marc Levasseur, alors là, on est en pleine schizophrénie, je dirais. Est-ce que chez ADP, qui vit grâce au transport aérien, est-ce qu'on peut imaginer que vous décidiez d'une réduction du nombre de vos voyages d'affaires? Écoutez, la réponse en fait à la question, parce que c'est quand même la question qui est posée, c'est indirectement oui, mais spécifiquement non. C'est-à-dire qu'en fait, on a une politique de réduction de notre empreinte environnementale globale. C'est pas nouveau, on n'a pas attendu le Covid pour s'y intéresser. Ça fait à peu près 12 ans qu'on essaye d'être en pointe dans le domaine de la RSE. Alors, on a réussi à décarboner nos émissions de scope 1 et 2 de plus de 65% depuis 2010. On travaille actuellement sur la décarbonation du scope 3, donc essentiellement pour ce qui concerne les achats, tout ce qu'on peut effectivement acheter et tout ce qu'on peut donc critériser, tout ce qu'on peut sélectionner et tout ce qu'on peut aussi faire progresser. Ce qui nous motive en fait dans cette action, alors spécifiquement donc pour la partie transport, donc voyage d'affaires de nos collaborateurs, en fait, aujourd'hui, on sort de 2 années où effectivement on a bien connu la décroissance. On est en 3e année de décroissance, mais ça s'arrange. Donc on s'adapte et surtout, en fait, on reprend les voyages d'affaires à toute petite dose. Ce sont à peine une 50aine d'expatriés du groupe qui utilisent l'avion régulièrement. Et grosso modo, cette année, on a à peu près 500 missions qui incluent des billets d'avion. Donc en termes de dosage de CO2 émis, si vous voulez, on est en 1/10 millième de nos émissions globales aéroportuaires sur la place de Paris, par exemple. Donc c'est juste que ce n'est pas notre priorité du moment. Par contre, dans le cadre de la décarbonation du scope 3, évidemment, là on compte sur un levier donc, qui a déjà été évoqué par Brune tout à l'heure, qui est celui de la responsabilisation de tous nos salariés. Donc également, nous sommes en phase de finaliser un programme de formation, de sensibilisation qui sera obligatoire pour tout le monde. Nous organisons des journées portes ouvertes pour aussi partager en interne, parce qu'on a eu tendance à pas assez communiquer de tout ce qui a pu être réalisé depuis 10-12 ans.
Je pourrais citer tout un tas d'exemples, mais voilà, on n'en a pas le temps aujourd'hui. Et donc, en fait, on a aussi recours à un outil donc, qui nous permet aussi de gérer cet aspect des besoins de salariés, sur lequel on compte aussi pour nous aider à terme à pouvoir choisir le meilleur moyen de prendre l'avion. En tout cas, Guillaume, ça passe, on l'a bien compris, vos objectifs, par une réduction du nombre de voyages d'affaires. J'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. Pendant le Covid, vous n'avez pas voyagé et le Crédit Agricole a continué son activité sans trop de difficultés. Ça me rappelle le directeur financier d'Amazon qui faisait un bilan Covid et disait « Chouette, pendant un an de Covid, j'ai économisé $1 milliard sur mes voyages d'affaires et pendant ce temps-là, le chiffre d'affaires d'Amazon a cru de 13%. » Est-ce que c'est vraiment un drame si on réduit les voyages d'affaires au Crédit Agricole ? Le mot drame, il est un peu fort. Non, mais j'exagère volontairement. Mais est-ce que c'est si difficile que ça alors que vous avez fonctionné pendant le Covid ? Alors, en fait, en effet, je pense que la période qu'on a vécue pendant le Covid a été vraiment riche d'enseignements. Elle a montré qu'on pouvait fonctionner de façon très correcte sans voyager. En revanche, ça a aussi montré des limites. Il y a certaines occasions, il y a certains voyages qui sont importants. Culturellement, on ne peut pas s'affranchir, dans certains cas, d'aller voir un client, établir un contact, serrer une main. C'est tout bête, mais dans le business, ça compte aussi. Lorsqu'on a des équipes qui sont réparties aux quatre coins du monde, on a des filiales, nous, qui sont très globales. De temps en temps, il faut pouvoir animer tout ça, mettre un peu de cohésion. On accorde beaucoup d'importance à ça au sein du groupe Crédit Agricole. La cohésion, la responsabilisation des collaborateurs. Pour ça, il faut quand même faire un peu de communication. Et il y a des choses qui ne passent pas forcément par la visio. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut revenir, et je rejoins complètement ce qui a été dit, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Ça a montré que ça marchait, donc il faut en tirer le meilleur, et il faut trouver le bon équilibre. Et pour ça, le fait de se donner des objectifs et de les suivre est important. Guillaume, le réchauffement climatique interroge sur la place du voyage d'affaires dans l'entreprise. C'est un secteur que je connais un peu, avec une chaîne de valeur assez complexe, de multiples intervenants, de multiples intermédiaires, à tel point que, d'ailleurs, dans nos conférences, on passe souvent notre temps à nous interroger sur le comment et rarement sur le pourquoi. Pourquoi je fais ce déplacement professionnel ? Qu'est-ce que j'en attends ? Est-il utile à mon entreprise ? En clair, est-ce qu'on pourra un jour s'assurer que l'entreprise ne voyage que lorsque c'est justifié ? Est-ce que ça peut être ça, un objectif au Crédit Agricole ? Alors c'est un objectif, et j'allais dire, la façon dont les entités du groupe vont atteindre cet objectif de réduction de 50% à horizon 2030, c'est d'abord en réfléchissant comme ça. Quand est-ce qu'il faut que je me déplace ? Quand est-ce que je peux rester au bureau ? Ou quand est-ce que je peux rester en télétravail à la maison ? Bon, il n'y a pas une réponse universelle. On pourrait dire, on donne les mêmes règles pour tout le monde. Enfin, je pense que ça n'aurait aucun sens. On a des métiers différents, on a des entités qui sont plus françaises, des entités qui sont plus internationales. Donc bien sûr, on va chercher à ce que chacun puisse continuer à mener son activité dans les meilleures conditions. Mais ces questions-là, chacune doit se les poser. Et je sais qu'on a des filiales qui sont déjà en train de travailler là-dessus. Et il y a des plans qui sortiront. Je n'ai rien d'officiel à annoncer aujourd'hui, mais en tout cas, certaines, oui, auront des modes opératoires à donner à leurs salariés, mais ça n'ira pas sans autre chose. On parlait tout à l'heure tu parlais de la responsabilité, du fait de former les collaborateurs. Il faut qu'ils soient conscients de ça. Il faut qu'ils y soient sensibilisés. On a entendu plusieurs fois la fresque du climat. Moi, je trouve que c'est un exercice remarquable. C'est un exercice remarquable. Moi, j'ai eu la chance de la faire. J'étais à côté d'un climato-sceptique. À la fin, il avait changé d'avis. Et donc, on doit sensibiliser, on doit responsabiliser. Et c'est ce qui fait qu'on y arrivera. Voilà. Marc Levasseur, ne voyager que lorsque c'est justifié, c'est quelque chose qui est faisable, ça ? Il faut absolument se donner les outils pour y arriver. Donc, premièrement, la sensibilisation, la formation. Deuxièmement, la contrainte budgétaire. C'est quand même un élément qu'il ne faut pas oublier. Troisièmement, la responsabilité directorale, managériale. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, Pierre-Paul ou Jacques, ne décide pas d'aller là où il veut pour s'amuser, etc. Et ça s'inscrit dans un plan d'action. Il y a des résultats, il y a des objectifs. Derrière, le directeur valide l'achat du billet. Et enfin, j'ai envie de dire, il faut aussi avoir exploré les alternatives. Voilà.
Je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais on est en train, nous, là, de mettre en production dans les prochaines semaines une marketplace pour permettre aux aéroports de s'échanger des équipements aéroportuaires, du camion de pompier à la passerelle, en passant par tout ce qui peut être équipement énergétique, ascenseur, etc. Donc, typiquement, ce type d'outil, mis à disposition de l'ensemble de la communauté aéroportuaire mondiale, permettra petit à petit d'avoir un triple effet bénéfique sur le plan des émissions. Moins de missions pour aller voir le camion de pompier, faire un constat et un contrôle technique avant de l'acheter. Moins de production de camions de pompiers puisqu'on va leur prolonger la durée de vie, qu'on va les réparer et qu'on va effectivement pouvoir permettre à des petits aéroports qui n'ont pas les moyens d'acheter le neuf, d'acheter l'occasion, etc. Guillaume, jusqu'où faut-il aller dans la contrainte pour inciter le collaborateur à verdir ses déplacements? J'ai envie de dire, quand il s'agit de coûts, vous êtes en général très contraignant, ça ne vous dérange pas de contraindre le collaborateur pour qu'il utilise telle ou telle classe selon le type de voyage. Pourquoi ne le feriez-vous pas pour inciter à avoir un meilleur impact environnemental? Parce que je pense qu'on est tous, certains sont entrepreneurs, d'autres sont salariés. À un moment, pour adhérer, il faut comprendre le sens de ce qu'on demande de faire. Bon. Donc pour moi, la contrainte, ça doit être le dernier recours. Il faut déjà, on y revient, sensibiliser, expliquer, donc donner du sens. Et à un moment donné, on regarde comment ça évolue. Nous, on le suit au niveau du groupe. On voit que les habitudes ne reprennent pas du tout comme avant. Donc, a priori, il y a quand même une prise de conscience collective qui s'est mise en place. Aussi parce que, comme tu le disais, voyager, c'est pas forcément toujours sympa. Il y en a qui adorent ça, mais il y en a d'autres qui trouvent que on s'éloigne de son domicile, c'est des contraintes, des trucs. Donc, à un moment donné, en expliquant que ça a du sens de moins voyager, il y a aussi certaines personnes qui se disent finalement c'est pas plus mal. Voilà. Donc la contrainte, elle doit venir en dernier recours. En revanche, ce qui se passe quand même et qu'on voit dans un certain nombre d'entités, c'est, je reviens sur ce que disait Marc, la contrainte budgétaire. À un moment donné, c'est une bonne façon de s'assurer qu'on ne fera que les déplacements qui sont indispensables. Qu'on fait l'échange de tout à l'heure. Quand est-ce qu'il faut se déplacer, quand est-ce qu'il ne faut pas se déplacer. Et ça, c'est en proximité qu'on est les plus efficaces pour ça. Une règle globale, une contrainte globale, pour moi, ça n'a pas de sens. En revanche, dire à un manager, voilà, ton budget va baisser. Donc, discute-en avec tes équipes et arbitrer les déplacements pour ceux qui sont vraiment les plus importants, on comprend. Voilà. On a parlé de prise de conscience beaucoup pendant ces universités d'Air+. J'aimerais qu'on diffuse une slide qui a été réalisée par Corporate Mobilities en partenariat avec Opinionway. Ils ont interrogé 500 voyageurs d'affaires. Et voilà ce qu'ils en ont déduit. Ils en ont déduit qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 33% d'impliqués. Alors, ce qu'ils appellent les impliqués, c'est des voyageurs très sensibles aux impacts écologiques du voyage. Il y a à peu près 42% de suiveurs. Alors, ce sont des voyageurs fréquents, mais c'est une catégorie qui apparaît relativement concernée par les enjeux, même s'ils demandent à être convaincus, quand même. Ils demandent à être convaincus par des solutions concrètes pour vraiment basculer vers des déplacements plus éco-responsables. Vous avez 20% de distants et 5% alors qui se sentent absolument pas concernés. Est-ce que vous retrouvez là, à peu près, un schéma tel que vous l'avez dans vos entreprises? Marc? J'avoue que là, ça m'interpelle un tout petit peu. Ça peut donner l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. En tout cas, il y a du boulot. Cette partie de la clientèle qui n'est pas forcément toujours non plus très sensible aux aspects, j'ai envie de dire, sobriété, et qui effectivement, entre guillemets, a un niveau de vie qui est peut-être largement au-dessus des 2 tonnes qu'on évoquait tout à l'heure et qui ne se sent pas effectivement atteint par ce qui est en train de se passer dans la société. Donc je dirais que c'est vraiment un encouragement à aller plus loin. Je pense que si on a tous un rôle à jouer là-dedans, et vraiment je dis tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici autour de cet événement, dans la communication, dans la transparence. On parlait tout à l'heure du SBTI. Nous aussi, on fait évaluer nos émissions par l'ACA, donc c'est l'Airport Carbon Accreditation, et par le SBTI. Et on va communiquer bien évidemment là-dessus. Et je pense qu'il faut communiquer aussi individuellement. Il faudrait que dans les outils finalement de choix des billets d'avion, et
ce qu'on vise aussi, et je vais un peu plus loin que je disais tout à l'heure, dans notre outil interne de gestion de ce processus, que le candidat passager ait le choix et qu'il soit informé préalablement des conséquences de ce choix. Et ça, on a tous intérêt à le faire dans notre jardin, que ce soit les compagnies, les agences de voyage, les gestionnaires aéroportuaires, etc. Guillaume, un mot sur ces chiffres ? Bon, alors moi, je suis un optimiste par nature. Donc, quand je fais les totaux, on est quand même à 75% d'impliqués et de suiveurs. Ça veut dire qu'il y en a 3 sur 4, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et puis, il y en a 1 sur 4, il va falloir aller les convaincre au corps à corps. Et puis, comme tu le disais, ouais, il y a du boulot. Bon, et je rejoins complètement le sujet sur la communication. Faut y aller. Et à un moment donné... quand on voit que ça ne suivra pas, il faudra finir par contraindre. Mais je pense que ce n'est pas une étape par laquelle il faut commencer. Voilà. J'aimerais qu'on finisse par une ou deux questions. La première, Guillaume, j'aimerais savoir quel regard vous portez aujourd'hui sur vos fournisseurs voyages. Selon vous, et sans jeu de mots, est-ce qu'ils ont pris le train en marche lors des appels d'offres? Est-ce que vous trouvez des réponses à vos questions sur le volet environnemental, par exemple, ou pas vraiment? Bon, en fait, c'est une excellente question. On est en plein dedans, là, de revoir un certain nombre de nos fournisseurs. Et donc, j'y suis particulièrement sensible. Il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Ça, c'est une façon polie de dire qu'ils sont très en retard? Non, moi honnêtement, je ne veux pas les accuser plus que ça, parce que le premier problème, je pense, que rencontre le marché dans sa globalité, c'est que, comme on le disait, on manque de normes et on manque de façon homogène quelque part pour calculer les choses et pour les présenter. Ce qui fait qu'en fait, quand vous parlez des acteurs, les acteurs qui commercialisent des outils de réservation de voyage, par exemple, vont avoir des façons différentes de présenter la partie empreinte carbone. Et quand on va les chercher là-dessus, on comprend et on l'admet et on le respecte qu'en fait les clients sont en train de leur tomber dessus là-dessus parce qu'il y a une prise de conscience collective et du coup ils sont en train de prioriser ça dans leur roadmap, de regarder comment ils peuvent avancer. Mais moi je vais citer personne, mais il y a un acteur là, que j'ai rencontré il y a un certain temps déjà, montré la démonstration de son outil. En première lecture, il n'y avait même pas l'émission de kilogrammes ou de tonnes de CO2 pour un voyage, même pas en première lecture. Et c'était pas possible dans l'outil. Enfin, c'est inadmissible. Après, qu'on ait une émission qui soit, j'allais dire, partielle ou approximative, parce qu'on ne suit pas les mêmes façons de la présenter, les mêmes façons de la calculer, je peux le comprendre, on a besoin de converger sur certaines choses, tout ça. Mais c'est à chacun de prendre conscience de ça, et je pense que cette prise de conscience est en train de se faire. Mais à ce jour, il y a encore, c'est pour ça que je dis, il y a encore du boulot. Ouais, il y a encore du boulot. Encore du boulot. Marc, vous êtes d'accord avec ça ? Complètement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'effectivement, nous aussi, on a notre trajectoire de décarbonation. On va commencer à communiquer là-dessus par rapport au scope 3, parce qu'aujourd'hui, les engagements ne sont pas publics. On préfère préparer le travail de façon la plus approfondie possible avant de fixer des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre. Ceci étant, sur le 1 et 2, on est déjà quand même à une neutralité sur 2025 à Orly, 2030 à CDG. Et rien que pour atteindre cette neutralité-là, avec un résidu de l'ordre de 15% de compensation maximum, ça va être toute une révolution culturelle. Donc je pense que la vraie clé de toute cette affaire, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs aujourd'hui, c'est communiquer, sensibiliser, alerter et laisser le choix en responsabilité. Ouais, je suis 100% d'accord. Non, je voudrais juste compléter ce que je disais juste avant. En fait, moi, je trouve que ce qui me marque, moi, c'est que j'ai l'impression qu'en 2 ans, je ne dis pas que le monde a changé, mais en fait, si, un peu. C'est-à-dire qu'on disait, on voyait tout à l'heure la vidéo de Jacques Chirac là, qui parlait de ça en 2002. Effectivement, il s'est passé beaucoup de temps, on le disait déjà, mais quelque part ça rentrait par là et puis ça sortait par là. En tout cas pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Moi je vois en 2 ans, au sein du groupe Crédit Agricole, moi, je suis dans le groupe depuis 2017, j'ai toujours vu beaucoup de conscience sur la partie RSE, mais sur cette partie carbone, il y a quand même, je veux dire, un réel coup d'accélérateur qui est mis. Ouais. Et du coup, j'allais dire, j'ai un peu été dur avec les fournisseurs avant, je les comprends aussi. C'était pas la demande. Donc quelque part on leur demandait on veut pouvoir voir afficher la politique voyage comme ça avec les coûts, la classe, le machin, et là on leur dit attends, non, moi ce que je veux c'est l'avion qui consomme moins de carbone. Ah oui mais je sais, j'ai les chiffres. Non mais c'est pas ça que je veux, c'est l'avion que moins de carbone en fonction de la classe, en fonction du taux de remplissage, en fonction de l'âge de l'appareil, c'est ça que je veux, parce que je veux pouvoir orienter mes voyageurs sur le bon avion, sur le bon trajet.
Et là, il y a encore, et je les comprends, la tâche, elle n'est pas simple. Marc Levasseur, vous faites partie tous les deux du CNA, le Conseil national des achats. Vous portez un label qui est le fameux label RFAR. Très brièvement, Marc, vous nous rappelez ce que c'est ? Alors, le label RFAR, Relations fournisseurs et achats responsables. En fait, c'est un label qui est franco-français, on peut se le dire, qui existe depuis une douzaine d'années, qui est consubstantiel d'une charte par laquelle les entreprises s'engagent à une dizaine d'engagements concrets en termes de RSE et qui, effectivement, couvre l'entièreté des domaines de la RSE appliqués aux achats. Donc c'est un label qui est délivré à la fois par le Centre national des achats et par la médiation interentreprise qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances. C'est une sorte de certification de l'ISO 20400 qui est un référentiel non certifiant, mais on va dire qui est utilisé à ce titre. Et je dirais qu'on engage une démarche d'amélioration continue en souscrivant d'une part à la charte et ensuite en se faisant labelliser. À un point tel que justement on participe cette année depuis 3 mois à un groupe de travail pour introduire les notions de décarbonation dans l'évaluation du label et ensuite de la charte qui a déjà été révisée cette année avec une trentaine d'items qui ont été approfondis. Bon, on va suivre ça en tout cas avec intérêt et attention. Est-ce que vous avez dans la salle une question pour nos invités ou même nous faire partager un commentaire ? Ici, le micro arrive. Merci. Bonjour, Arnaud de Lamezan. Une question pour les deux. Vous avez dit, Guillaume, que depuis 2 ans, il y a une accélération sur le changement climatique et donc l'émission de CO2. J'ai l'impression que, effectivement, dans les années depuis 10-15 ans, les entreprises, les grandes entreprises travaillaient beaucoup sur la RSE. Et en fait, le côté CO2 était un peu accessoire. Et j'ai l'impression encore aujourd'hui qu'il est encore assez dilué dans la RSE et que c'est une des raisons pour lesquelles on ne va probablement pas assez vite sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu veux commencer ? Non, je commence ? Allez, Guillaume. Alors, c'est de moins en moins vrai. Si je prends l'exemple du groupe Crédit Agricole, on a effectivement, sans rentrer dans les détails, on pondère notre évaluation RSE dans les appels d'offres, on pondérait à hauteur de minimum 15%, on est en train de monter à 20% en mettant 5% uniquement sur la partie carbonation. Mais on reste prudent, pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie les biais en fait, autour de ça. C'est-à-dire que discriminer des fournisseurs de façon très forte sur ce sujet, c'est bien, mais attention. L'évaluation Scope 1, Scope 2, Scope 3, elle est obligatoire aujourd'hui pour les entreprises à partir d'une certaine taille. Donc, mettre toutes les petites entreprises de côté de nos consultations, pas pour nous. Ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut qu'on soit très vigilant. On commence, comme le disait exactement Marc dans le cadre du label, à travailler sur le sujet de façon qualitative. C'est-à-dire que systématiquement, on va interroger nos fournisseurs, leur demander quelles sont les démarches qui sont mises en œuvre chez eux pour décarboner, quelle est leur cible, qui nous donne des exemples concrets. Et idéalement, on va jusqu'à la prestation ou au produit qu'on achète et on leur demande de regarder spécifiquement jusqu'où on peut aller dans le calcul de l'empreinte carbone de ce produit. Mais d'une famille d'achat à l'autre, c'est plus ou moins simple. Donc on y va, je vous assure que la mécanique elle est en route, mais quelque part, je ne vais pas parler pour tous mes collègues, il y en a un certain nombre dans la salle, c'est sûr, on est quand même aussi un peu en train de se chercher. On apprend en marchant. Mais la volonté, elle est réelle. En tout cas, je suis sûr dans les 2 entreprises qu'on représente là. Marc, brièvement ? Je confirme, en fait, il y a aussi une dimension qui est très délicate, au-delà de la complexité intrinsèque du sujet, c'est qu'en fait les thermomètres ne sont pas homogènes, ne sont pas toujours partagés, et quand par malheur on cherche à valider ou à creuser la validité des données issues d'un thermomètre, on se rend compte qu'en fait elles sont très 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 relatives en termes de quantification. Nous, on travaille depuis cette année à décortiquer justement. Alors, ça fait donc 12 ans qu'on mesure nos émissions de CO2 scope 1 et 2, ça fait 5 ans qu'on les mesure pour le scope 3. Mais on les mesurait sans chercher à savoir ce qu'il y avait derrière. Cette année, on a effectivement cherché à décortiquer tout ça, sachant que pour le scope 3, aujourd'hui, la méthode la plus répandue, c'est de prendre les facteurs d'émissions financiers de l'ADEME. Donc en fait, on transfère des kilo-euros en kilos de CO2 en appliquant un coefficient. Et bien, on se rend compte, en fait, en analysant les marchés en question, parce que nous, on travaille sur des marchés, que finalement, on peut avoir, en décortiquant vraiment les prestations qui sont rendues dans le cadre du marché, on peut avoir un ratio de 1 à 4 entre
ce que nous donne le facteur d'émission financier de l'ADEME et ce que nous donnent les facteurs d'émission physiques de l'ADEME, en prenant en compte les trajets domicile-travail des salariés, en prenant en compte les estimations faites du coût des fournitures, en prenant en compte en fait, ce qu'on achète réellement au plus près de la vérité physique. Donc, vous voyez l'ampleur du problème, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une imprécision relative qui est très importante. Et donc, finalement, ce qu'on se dit, nous, c'est qu'il faut effectivement mettre des clauses de décarbonation à partir de l'analyse de risque qu'on a réalisée sur nos segments d'achat pour voir lesquels sont les plus émissifs et donc lesquels sont ceux sur lesquels on va pouvoir appliquer un Pareto et avoir des résultats. Et ensuite, c'est emmener les fournisseurs dans une réflexion pour réduire les émissions. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. On peut le faire en mettant des standards au niveau de la consultation, donc ce qu'on fait comme mes confrères du Crédit Agricole. On va pondérer la RSE avec des sous-critères, et dans ces sous-critères, il y aura les émissions de CO2. On va avoir une calculette qui va nous permettre nous-mêmes, pour tous nos projets, d'évaluer ces émissions. Donc nous, on est quand même à la base plutôt des constructeurs de terminaux et de voiries aéronautiques. Donc on est effectivement près d'outils qui sont utilisés dans ces métiers, etc. Et on va se doter d'un outil qui nous permettra effectivement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en cas de consultation. Mais ça, c'est bon uniquement pour des projets d'infrastructure. Après, il y a tous les CAPEX et donc tous les marchés pour lesquels progressivement on met des clauses, et progressivement, on va définir des routes de décarbonation avec nos titulaires de marché, parce qu'en règle générale, on s'engage, nous, sur 5 à 8 ans avec les entreprises. Très vite, Guillaume. Non, mais simplement, ça va être en quelques mots, vous voyez, on a du boulot. Non, mais en fait, on est devant la montagne, là, on la voit, et puis on la monte petit à petit, mais on ne voit pas encore le sommet, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Non, mais, c'est vraiment ça l'image, mais on en a conscience. Vous savez, c'est déjà pas mal dans le cycle d'apprentissage d'avoir conscience d'un problème. Après, on va progresser. Voilà. Moi, je crois qu'on peut conclure sur ces mots-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Je rappelle que cette table ronde avait été en effet montée en partenariat avec le CNA, le Conseil national des achats.